je me permets de rebondir, hein. Moi, je suis tout à fait d'accord, hein. Je pense que, et je le vis aujourd'hui, et je connais bien mon équipe, hein. Ma crainte, si on passait au télétravail et qu'on devait maintenir, ce qui va se passer, hein, dans les mois à venir, on va redémarrer, on ne va pas revenir, on va mettre en place le télétravail pour garder la distanciation, les locaux, ce sera plus simple à gérer et pour la santé de tous. Donc on va le faire. Mais la vraie crainte, c'est qu'ils travaillent plus qu'avant, enfin trop, pour se dire attention, je suis chez moi. Enfin, c'est pas une crainte qu'ils travaillent trop en tant que dirigeant, mais non, mais il y a une vraie, non, mais il y a une vraie justification, on le sent bien. Et on l'a vu avec les professeurs. Moi, j'ai des adolescents. Les profs ont parfois surjoué. Ils ont donné plus de travail qu'ils n'avaient avant. C'est quand même incroyable. Et c'est un vrai dosage. C'est pour ça que c'est intéressant. Je pense que le management, on le découvre. Et nous, on est beaucoup en déplacement. Hein, donc, moi, je travaille beaucoup à distance du fait que je suis toujours en déplacement. Donc, pour moi, c'était naturel. Mais on a tendance à surjouer. Je vois bien les gens, quand ils travaillent chez eux, qui sont en déplacement, ils ont tendance, ils font leur rendez-vous la journée et ils continuent à travailler le soir pour montrer qu'ils ont fait, et on reçoit des mails jusqu'à 22h, 23h. Ce qui, moi, me perturbe, puisque je le disais intellectuellement, je me dis qu'à 22h, on n'envoie plus de mail à son patron, quoi. C'est plus l'heure. Enfin, bon. Surtout quand on a fait une journée de travail. Oui, alors c'est peut-être là que ce qui est en train de se passer va modifier des choses, parce que il y avait des gens, des salariés qui rêvaient de télétravailler et qui découvrent un télétravail épouvantable avec effectivement une surcharge de travail. Donc eux, ils vont se dire, voilà, on va quand même avoir souci de limiter les choses. Et puis des managers qui font la même expérience et qui découvrent qu'en télétravail, ben, finalement, non seulement on n'est pas tir au flanc, mais qu'on travaille plus. Donc je pense, sans faire de mauvais esprit, que dans le monde de demain, on va avoir beaucoup de managers qui vont être favorables au télétravail en sachant que leurs collaborateurs vont travailler à mort. Bon. Et il va falloir trouver un équilibre entre ces deux choses-là. Et là, je reviens sur ce que Patrick disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut bien être conscient que ce que nous sommes en train de vivre n'a rien à voir avec le télétravail construit qui demande le matériel adéquat, qui demande de l'information, qui demande des règles partagées, qui demande de pouvoir d'abord d'être volontaire, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas faits ou qui n'ont pas le désir de télétravailler, et je ne vois pas selon quel principe on leur imposerait ça, parce que ça ne, tout simplement, ils vont pas être bien. Et que le but, c'est en effet que chacun trouve sa place dans un bien commun. Mais je pense que la situation actuelle, c'est un formidable détecteur à bullshit job. C'est-à-dire tous les gens qui avaient des jobs qui servent à rien, d'un seul coup, je peux vous dire qu'on s'en aperçoit. Deuxièmement, formidable détecteur aussi de managers toxiques. Parce qu'un manager toxique, vous allez voir, comme par hasard, ces équipes vont foutre le camp. Elles ne seront pas en contact, elles vont, etc. Et donc, c'est assez… moi, je trouve que loin de ceux qui me disent que tout change, rien ne change. Non, quand on va revenir dans l'entreprise, c'est sûr que ça va être où on ira au crash. Il y aura de toute façon un court terme, un moyen terme et un long terme. Marie-Pierre, tu avais raison sur le sens du long terme. Il va falloir retrouver l'objet social de l'entreprise pour qu'on puisse travailler tous ensemble. Parce que, dans un premier temps, le court terme, ça va être la sauvegarde de l'entreprise. Donc là, il y aura certainement, François, que tu connais, il y aura certainement une forme d'audit social à mettre en place pour entendre les salariés sur ce qui s'est passé, quoi. Parce que à mon avis, il y a des sacrées fragilités qui vont apparaître parmi les salariés avec la situation qui s'est déroulée. Donc ça, il faudra bien l'entendre. Et il faudra bien aussi faire l'audit sur l'entreprise elle-même et sur, on s'entend sur quoi pour sauver l'entreprise. Parce que ce n'est même pas la peine de penser au télétravail, au management de demande si l'entreprise elle tombe en faillite. Donc, mais ça, à mon avis, si on veut l'imposer, on va au crash, quoi. Parce que les gens, ils viennent pas genre, on a été sur la plage, quoi. Ils viennent, certains sont fragiles, épuisés. Et donc, il va bien falloir dire, OK, la situation, elle est telle que si on ne fait pas ça et ça, on va au crack. Donc, est-ce qu'on est d'accord sur ces mesures-là? Et je pense que la plupart seront d'accord. Il y aura le moyen terme où il faudra faire évoluer le management, certainement.
Et là, on le verra. C'est-à-dire tous ces gens qui étaient avant 7 jours sur 7, enfin 5 jours sur 7 dans l'entreprise, certains prendront au moins 1 ou 2 jours de télétravail. Et puis après, il y aura le long terme, ce que tu disais, Marie-Pierre, c'est-à-dire que réfléchir au sens du travail, réfléchir à l'objet social de l'entreprise. Marie-Pierre, vas-y. Oui. Moi, je voulais faire trois remarques rapides. Pour revenir à ce que disait Vincent, je vois beaucoup de managers qui ne passent leur temps qu'à contrôler en fait le temps de travail des collaborateurs à distance. Donc, on est bien effectivement dans une transposition. Par rapport à ce que vient de dire Vincent, on a pour certains et la plupart d'entre nous connu les plans sociaux des années 90 et on voit que ces périodes-là, il faut à la fois préserver l'entreprise, hein, évidemment, pour qu'elle puisse survivre, hein, mais il faut également avoir un discours porteur parce que l'entreprise, elle risque aussi de voir partir les meilleurs éléments si elle ne propose pas un projet motivant, etc. Donc, effectivement, il faut du réalisme, mais je crois que c'est une période et dans d'autres temps, dans d'autres époques, il y a toujours cette opportunité-là. C'est effectivement de faire travailler les gens ensemble aujourd'hui par rapport aux risques qui sont anticipés, mais pouvoir dès maintenant se mettre dans cette dynamique et peut-être initier justement des nouvelles façons de travailler ensemble, de collaborer, etc. En télétravail, mais surtout en mode aussi collaboratif, où on implique les gens. Chacun a une expérience à apporter, des compétences, une vision, et c'est aussi une façon de garder de la cohésion. Je voudrais apporter 2 ou 3 idées et peut-être un peu provocatrices. Alors la première, je voudrais rebondir sur ton propos, Vincent, sur les bullshit jobs. Ça va faire du mal à certains consultants pondeurs de PowerPoint, en particulier, ce qui me fait doucement rigoler. Deuxième remarque sur la comparaison avec les profs. Alors moi, j'ai le plaisir d'enseigner, alors pas dans les mêmes écoles, hein, bien évidemment, où je suis pas confronté pour le coup aux mêmes difficultés, puisqu'à l'université, c'est quand même vachement plus facile, je trouve. Mais il y a quand même une limite dans la comparaison, c'est que je pense que de ce que j'imagine de ce que sont les enseignants, ils sont pas prêts du tout d'un point de vue culturel à pouvoir gérer les outils qu'on leur a balancés dans les pattes comme ça et se retrouver dans une situation qui, à mon avis, était très très dure à gérer, alors que ce sont certainement des gens de bonne volonté qui essayent de faire de leur mieux. Et pour le coup, ça nous renvoie à une autre dimension sur le manager, c'est la volonté d'asservissement. Et je pense pas que les enseignants cherchaient à servir les élèves, alors qu'il n'est pas rare de voir des managers, j'en reviens à cette expression de Maurice Thévenet, les petits chefs, des sales cons, qui ont inconsciemment cette volonté d'asservir les autres. Donc je voudrais juste rappeler ce propos, et qui n'est pas un propos de manager, c'est ma conviction de dirigeant, de créateur d'entreprise, c'est que être au-dessus des autres, c'est une raison de plus pour les servir, pas pour les asservir. C'est le sens même d'élever. Et si on n'a pas compris ça, c'est pas la peine d'être dirigeant, c'est être mercenaire, faire ça, faiseur de fric, mais pas porteur de projet. Et peut-être que la distance nous amène à repenser ça, c'est que les autres ne sont pas à notre service. Et ça, c'est pas forcément facile parce que quand je vois certains comportements de managers, mais même dans des établissements, je vous donnerai un exemple. Quand vous, du jour au lendemain, vous avez à peu près 10 cours complètement différents à réinventer complètement en distanciel, vous avez 2 postures possibles. La première, vous balancez votre PowerPoint et puis vous dites, ah ben voilà, ça y est, c'est fait. Ça s'appelle se foutre de la gueule des étudiants. Ou la deuxième, c'est passer 10 heures par jour pendant 3-4 jours à essayer de refaire des supports vidéo, des podcasts, des machins, des trucs pour pouvoir donner une matière à vos étudiants qui fait sens. Et quand vous faites votre première session, évidemment, vous avez un membre de l'administration qui vient dans la session visio le matin à 9 heures pour voir si vous êtes là. Et vous avez un membre du truc qui pointe sa truffe à 14 heures pour vous assurer que vous êtes là. Le prochain coup, vous avez juste envie de leur dire allez vous faire foutre, puisque j'ai mis en place des moyens pour essayer de contrecarrer les outils pourris que vous avez mis dans mes mains. Et donc, ça renvoie aussi à une question peut-être simple, qui est celle des outils, et que pour le coup, il va falloir tous, en tout cas, c'est le constat que je fais, beaucoup de gens qui vont devoir développer leur capacité de maîtrise des outils techno, parce que je pense que c'est avoir des outils sexy, faciles à utiliser, agréables et qui facilitent la vie, c'est quand même important. Bon, pour le monde de demain, en revanche, si vous avez une idée de ce qu'il sera, je suis preneur, parce que moi aussi, j'ai plus de business. Non. Et donc, je pense que le monde de demain, on se démerdera et on se bougera le cul et tout ira bien. Patrick, juste un point. Patrick, sur ce point des outils, tu as tout à fait raison. Et ce qui est drôle, c'est que tous les outils qui étaient prévus pour l'enseignement, ils n'ont pas été utilisés. Ils sont buggés tout de suite. Et là
où je te rejoins pas, c'est que moi, j'ai vu des profs, au contraire, c'était génial parce qu'ils se sont décarcassés pour utiliser Zoom, pour utiliser, etc. Et les mômes, eux aussi, ils devaient à chaque fois changer de plateforme, donc c'est pas si évident. Dans les entreprises, la même chose. C'est-à-dire que dans les entreprises qui étaient normalement prévues, codées, etc., a tout de suite été dépassé et les gens, pareil, se sont mis, alors avec tous les problèmes que tu as évoqués, Stéphane, tout à l'heure, c'est très important, c'est vrai, de cybersécurité, mais ils se sont mis à utiliser autre chose. Donc là aussi, on peut s'inquiéter, quoi. Ça me fait penser à, on était tous prêts pour le coronavirus, finalement, on voit ce qui s'est passé, mais des entreprises ont été tous prêts pour la crise de télétravail, on voit ce qui s'est passé aussi, quoi. Ouais, on peut s'inquiéter, mais on peut se réjouir aussi. C'est-à-dire que de voir face à un système de normes qu'on a mis en place dans tous les sens pour tout contrôler, eh ben, la vie a repris le dessus avec des gens qui se bougent le cul, qui font preuve de bonne volonté, qui essayent de changer les choses. Donc moi, pour l'argent investi, moi je m'inquiète quand même parce que c'est mon argent, tu vois. Oui, j'aimerais vous poser une question sur les incidences sociales. Est-il possible d'avoir une réponse de votre part sur un phénomène dont on n'entend pas beaucoup parler, qui est simplement la différence qui peut exister de ressenti sur j'ai le droit de télétravailler ou je n'ai pas le droit de télétravailler. J'imagine deux personnes qui sortent avec un même BTS, le même, et l'un d'entre eux va travailler dans un service méthode et l'autre dans un service maintenance. Service méthode, on peut parfaitement télétravailler. Service maintenance, on ne va pas vous livrer une rame de RER à domicile pour travailler dessus. Donc, est-ce qu'à un moment donné, la liberté que va avoir quelqu'un de télétravailler ne veut pas être considérée comme un avantage? Et est-ce qu'il ne va pas falloir rémunérer quelque part les contraintes métiers qui consistent dans le fait de ne pas pouvoir télétravailler? Alors, je répondrai à cette question parce que j'ai été confrontée à plusieurs reprises. Je pense que c'est moins une question de rémunération que, comme je l'ai dit précédemment, finalement de projet humain de l'entreprise, de culture et de valeur de l'entreprise pour pouvoir trouver des éléments d'équité. C'est-à-dire que ça ne se fait pas forcément par la rémunération. Dans le cas que j'ai cité, moi, j'avais une personne qui ne pouvait pas, de par son travail, télétravailler. Donc, l'idée, ça a été de trouver des modalités autres qui lui amenaient de la flexibilité dans une logique d'équivalence. Et je pense qu'en permanence, dans l'entreprise, on est confronté de toute façon à des situations qu'on ne peut pas traiter de la même façon et qu'il faut trouver, en fait, et c'est là l'intérêt aussi de conduire une politique, d'avoir de la cohérence, de s'appuyer sur des choses très concrètes du vécu de l'entreprise pour proposer à chacun des dispositifs, on va dire, équitables, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques, mais qui ont des bénéfices ou qui sont appréciés de façon équivalente par les personnes. Oui, sans compter qu'il y a des gens qui auront le droit de télétravailler et qui choisiront de ne pas télétravailler. Parce que, comme le faisait remarquer Stéphane tout à l'heure, il y a un moment donné où la dimension sociale du travail, pour certaines personnes, est une nécessité quotidienne et que même si j'ai le droit, je ne devais pas choisir de télétravailler. À ce moment-là, en effet, c'est la notion d'équité qu'il faut réussir à trouver pour que tout le monde soit valorisé et trouve le niveau de reconnaissance qui lui convient dans sa participation au bien commun. Là, je vais réagir en tant que purement recruteur, puisque là, c'est quand même le métier de ma boîte. Alors, on va pas, je vais me détacher volontairement de l'aspect humain, d'accord? On va parler valeur marché. C'est ça. À un moment donné, c'est la valeur marché qui va faire le salaire de la personne et du diplôme. Aujourd'hui, je regarde, on recherche 10 500 cueilleurs d'asperges en France. Je pense qu'un cueilleur d'asperges vaut plus cher qu'un recruteur aujourd'hui. Quel que soit le diplôme, voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'économie réelle, c'est ce qui va faire la valeur. Et aujourd'hui, on a besoin de, on voit bien, on a besoin de main-d'œuvre. On manque de main-d'œuvre en France. On a du mal à faire démarrer parce qu'on s'est rendu compte avec le blocage des frontières qu'on a une vraie pénurie de métiers. Et ce que je vois, moi, mécanicien, carrossier, des métiers fondamentaux. Donc, aujourd'hui, on s'est très axé, je le disais tout à l'heure, sur les métiers tertiaires. On a vraiment vu le télétravail. On a mis en avant dans les écoles, hein, pour ceux qui sont professeurs et tout ça, on a mis beaucoup en avant ces choses-là. Mais voilà, aujourd'hui, je pense qu'un cueilleur d'asperges, ça vaut plus d'argent qu'un recruteur. Je parle pour moi.
C'est pas tout à fait vrai l'appréciation, parce qu'il n'y a pas que la valeur du marché du travail, il y a aussi toute la chaîne des valeurs par rapport au produit et au marché. C'est-à-dire que le prix d'une asperge implique aussi un prix de main-d'œuvre par rapport à d'autres éléments. Et donc, si dans cette valeur du marché du travail, depuis très longtemps, les chaudronniers ou d'autres métiers seraient payés à prix d'or, et bien plus que certains métiers. Donc, je pense que l'analyse, elle est un petit peu courte là. Oui, non, mais c'est volontaire. Hein. Mais c'est pour répondre. C'est le télétravail, faire du télétravail ou pas du télétravail. Aujourd'hui, la vraie valorisation de ce poste-là va se faire sur une demande aujourd'hui. Par contre, je m'interroge sur le télétravail et la collaboration, notre capacité à être dans le collaboratif, mais vraiment de manière transversale à plusieurs. Parce que j'ai l'impression tout de même qu'on est balèze, la plupart d'entre nous, en télétravail, dans tout ce qui est travail de réflexion. Parce qu'on peut se poser, on a le temps, etc. Par contre, quand on parle de collaboratif, on parle de ce qu'on est en train de faire actuellement. Les réunions sur Zoom, les webconf, etc. Et là, moi, les retours, je ne sais pas quels sont vos retours, mais moi, les retours que j'en ai et mon expérience propre, c'est que c'est hyper fatigant. C'est pas facile du tout d'enchaîner des réunions là où on se voit tous sur les écrans, de s'écouter, de se concentrer, de se parler. C'est quelque chose. Oui, Patrick, je te vois. La solution est probablement dans une alternance entre du télétravail et du présentiel. Tu as remarqué, Vincent ? Toute une des habitudes de travail à modifier, mais moi je ne crois pas. Alors, évidemment, je suis malvenu de dire ça puisque moi je suis en 100% télétravail, mais je ne crois pas au 100% télétravail pour 99% des métiers. On est d'accord, mais tu vois, ce que je disais, c'est qu'on apprend pas mal de nouvelles choses, on est en train d'acquérir des nouvelles compétences. Par contre, je trouve que télétravail et transversal collaboratif, c'est pas si évident que ça, quoi. Et que, en effet, tu as raison, la plupart des gens qui vont retourner, il est préférable, tous, hein, c'est ce qu'on a oublié de dire au début, c'est-à-dire qu'on est en situation de travail dégradé, quoi, actuellement avec le confinement, et pas en télétravail normal, quoi. Et que donc le présentiel, avec tout ce qui est aussi en plus la gestuelle, les petits moments où on fait des apartés, etc., dans du présentiel, ça nous manque. Je pense que ce que tu soulignes là, c'est que quand tu dis que le télétravail est propice à un travail de réflexion, mais dès qu'il faut travailler de façon collaborative, ça devient plus compliqué, ça souligne juste un truc, hein, c'est que quand on est tout seul, on est moins emmerdé que par les autres. Encore là. Le travail à plusieurs, c'est plus compliqué que le travail tout seul. Voilà. Et donc, ça veut dire que collaborer, c'est aussi accepter les contraintes de l'autre. Non, en présentiel, je ne suis pas d'accord, Patrick. En présentiel, moi, j'adore, au contraire, être à plusieurs, faire du brainstorm, faire etc. Non, c'est pas. Oui, c'est la collaboration. Moi, j'ai Valérie, que vous connaissez, qui est intervenue au tribunal des RH. Elle me dit, mais moi, je suis bien en télétravail parce que ça me permet d'être sur des dossiers hyper concentrés, alors qu'on le sait bien. Je vous le rappelle, un manager, en moyenne, il est interrompu toutes les 7 minutes. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire un travail de concentration des dossiers, etc., quand toutes les 7 minutes, vous devez soit prendre le téléphone, soit répondre à quelqu'un, soit envoyer un mail qui arrive, soit etc. C'est impossible. Et là, d'un seul coup, tous ces managers qui sont souvent des chefs d'équipe retrouvent du temps pour se mettre tranquille, se concentrer et faire du travail de qualité. Donc, ils apprécient énormément, c'est clair. Oui, mais la collaboration, c'est une question de volonté, c'est pas une question de modalité. C'est d'abord une question de volonté. Et cette volonté, elle passe par est-ce que je suis prêt à accepter le fait que l'autre a des contraintes aussi. Et là, pour le coup, c'est pas une question je pense que ça rejoint ce que j'illustrais, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas transposer nos pratiques. Et notamment, je vois des entreprises effectivement où ils enchaînent les réunions à distance. Donc, les gens sont fatigués, ils n'arrivent pas à travailler. Ils montrent aussi que les réunions ne sont pas productive d'un travail souvent ou parfois selon les entreprises. Donc l'idée, et je crois que c'est vraiment tout le sens de cet instant présent, c'est de tirer, comme disait Patrick Storey, ça a révélé plein de choses. Hein. On a fait l'apprentissage aussi de plein de choses. Utilisons toute cette matière pour réajuster nos pratiques de management, de travail individuel, etc. Et donc, je pense que l'erreur, effectivement, c'est de transposer. Et pour demain, on va être encore dans une situation particulière qui ne sera pas celle d'aujourd'hui, mais qui n'a pas
celle, on va dire, en vitesse de croisière qu'on pourrait imaginer une fois que les gros soucis seront passés. Et donc, il faut être dans cette adaptation pragmatique, en sachant, et Patrick saurait le rappeler, finalement, un manager, ça sert à quoi? Le contenu de mon travail en tant que collaborateur, ma valeur ajoutée, ma contribution, c'est quoi? Et en repositionnant bien tout le monde là-dessus, revenir à des gestes simples et à une collaboration, voilà, aussi simplifiée. Oui, alors pour conclure pour mon propos, en tous les cas, pour réagir à ce que tu disais, Patrick, moi je connais beaucoup de gens qui ne sont capables de travailler qu'ensemble et qui sont incapables de travailler tout seuls, parce que quand il faut commencer à réfléchir, ils sont très démunis. Je me permets, je vous écoute là, et quand même vous êtes des experts, moi je réagis qu'en tant que dirigeant. En fait, si je résume bien ce que vous dites, tous, il n'y a pas trop de différence entre télétravail et travail présentiel. C'est simplement, ce que je perçois moi, ce que je vous écoute, parce que ça m'intéresse au plus haut point, c'est un amplificateur en fait. Soit c'est un amplificateur de bonnes méthodes, ça veut dire en termes de travail, de management, soit c'est un amplificateur de conneries. Je veux dire, le mauvais manager sera qu'encore plus mauvais manager à distance qu'en présentiel. Parce que moi, mes managers, mon travail de dirigeant, quand je dis c'est difficile de travailler en collaboratif, je suis d'accord. Moi, je passe mon temps à essayer de faire travailler les gens ensemble. Au quotidien, en présentiel, que tout le monde travaille ensemble à peu près dans le même sens. Je pense que c'est le rôle d'un chef d'entreprise. On met les gens dans le projet, on les aligne, enfin on essaie d'aller tous dans le même sens. C'est déjà pas facile en présentiel. Alors effectivement, je pense que si, et moi je regarde parce qu'on va le vivre, je vais le vivre dans les semaines, là, je vois que ça commence à démarrer, je suis assez content, je vois les mails tomber ce matin, je suis content. Je me dis, mais comment je vais mener tous ces projets? C'était déjà assez complexe à mener en présentiel avec mon équipe autour de moi, je vais être confronté à les mener à distance. Donc effectivement, et quand je vous écoute avec beaucoup d'intérêt, je me rends compte en fait, le distanciel, télétravail, travail à la maison, tout ce qu'on veut, c'est un amplificateur en fait. Soit de bonne méthode, soit d'emmerde. Oui, et le mauvais télémanager était probablement déjà un très piètre manager. D'où le côté révélateur que j'ai entendu tout à l'heure. Et effectivement, avec la réflexion, je me rends compte qu'en fait, on est prêt techniquement, intellectuellement, mais on va être confronté à une véritable chose, c'est la révélation des bonnes pratiques ou des mauvaises pratiques qui vont s'amplifier. Et nous, managers et dirigeants, on va être confrontés à ce problème. Oui, c'est ce que j'ai compris. Moi. Tout à fait. Si je peux me permettre, il y a quelques questions qui passent dans le chat. Je suis désolé, visiblement, Patrick Storé et d'autres voulaient pouvoir répondre, mais le chat pose quelques problèmes dans les réponses. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. Merci François. Tout d'abord, premier élément, je vois quelques réactions de Pascal Baratou. Pascal, est-ce que tu peux te mettre en visio et nous donner un peu ta vision, s'il te plaît? Oui, bonjour. Donc, je connais bien, bonjour, on connaît bien certains. Oui, effectivement, je réagissais par rapport à tout ce qui se disait. Donc, pour répéter un petit peu ce que je vois, déjà, moi, je fais du télétravail, du travail surtout à distance depuis quasiment une bonne vingtaine d'années dans une grande société. Enfin, je faisais, parce que j'en fais plus partie dans une grande société internationale. Et je voudrais faire part déjà d'un premier retour d'expérience. J'ai reconstruit une équipe complètement internationale, c'est-à-dire que j'avais des gens complètement en Europe. Et ce sont des gens qui me disaient « Ah, enfin, on fait partie d'une vraie équipe », alors qu'on était tous à distance. Et eux-mêmes étaient dans des locaux et travaillaient avec des collègues. Donc, le retour d'expérience que j'ai par rapport à ça, c'est pas le lieu physique qui crée une équipe, mais c'est bien le lien que l'on crée et la distance via les outils, puisque dans cette société ADP, on utilise la visioconférence depuis des années. C'est bien la méthode dans laquelle on fait qui provoque ce lien et qui permet ce sentiment d'équipe. Donc ça, c'était le premier retour. La deuxième chose, c'est ce qu'on voit, et moi, je me suis battu aussi pas mal là-dessus, c'est qu'on me dit, ouais, mais Pascal, tu es en télétravail, mais ça serait bien que tu viennes un petit peu de temps en temps dans les locaux à Nanterre. Or, de mon travail, j'avais rien à faire à Nanterre, j'avais pas vraiment de collègues directs à Nanterre, puisque toute mon équipe était répartie. Et ce que je faisais, c'est quand je venais au bureau, je m'enfermais dans mon bureau, je passais ma journée au téléphone ou en visio. Et donc, du coup, oui, je voyais mes collègues, c'était très sympa. Je croisais Patrick, on se faisait la bise, c'était bien. Mais d'un point de vue purement efficacité professionnelle, ça n'apportait rien dans mon travail, puisque tous mes collègues étaient à distance. Donc, je le faisais aussi bien de chez moi.
Voilà, donc c'était ce que je veux dire, c'est que de plus en plus dans les grandes sociétés, il y a des managers transversaux, des collègues un peu partout. Donc le lieu de travail a moins d'importance. Et voilà, donc c'était un petit peu le retour que je voulais faire. Et bien sûr, j'appuie aussi énormément ce qui se dit autour de ça. Il y a quelque chose de très juste dans ce que tu dis, Pascal, et je trouve que ça fait un très joli mot. Le problème de la distance, c'est pas la distance, c'est l'absence de lien. Je trouve que c'est très très juste, et je pense que si nous sommes sensibles l'un comme l'autre à ça, nous le devons à l'ami Patrick Bouvard avec une image que tu nous avais donnée un jour. Oui, c'est très très juste, ta remarque, très juste. Et puis, si je peux rajouter quelque chose, donc que disait aussi Patrick, c'est que Bouvard, c'est qu'effectivement, mon télétravailler chez soi, c'est pas forcément facile. Donc, il y a les coworking. Je aussi, donc, j'anime un coworking en mode rural, un moulin dans l'Allier. Et là, on est en train de voir pour s'affilier, sans faire de pub, à Relais d'entreprise, qui justement favorise le télétravail, crée un peu une norme ou une chose comme ça, de promouvoir le télétravail au sein des coworking avec certaines normes, puisque des entreprises souhaitent qu'il y ait des normes, des grandes entreprises, pour qu'il y ait exactement les mêmes niveaux de sécurité, de qualité aussi, puisque de travail, de chaises, voilà, que la qualité physique du coworking corresponde aussi à ce qu'on peut avoir dans les bureaux, ce qui est aussi important. Dans le bureau, je vais avoir des chaises un peu ergonomiques, etc. Et dans le coworking, je vais me retrouver sur des chaises ou un tabouret, etc. Donc, pour travailler pendant un certain temps, c'est aussi important. Donc, je pense que c'est un mixte de tout ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est passé de pas grand-chose en télétravail à tout le monde en télétravail et en bande. Donc, il va falloir faire un peu ce qu'on dit en anglais, un assessment, un petit peu de tout ça et voir ce qui en ressort. Et moi, je suis aussi très attentif à tout ce qui est cybersécurité. Je pense qu'il y a pas mal de choses à voir autour de ça. La fameuse résilience aussi des entreprises. Merci Pascal. On a avec nous le président de l'Association francophone de gestion des ressources humaines, Charles-Henri. Peut-être un mot? Charles-Henri. S'il est encore là. Tu m'entends là? Oui. Oui. On t'entend, Charles. Bon, juste, bon, je sais pas, je mets pas la caméra, hein, c'est pas. Je vous entends depuis 1 heure, bientôt 1 heure et demie. Hein. Patrick, comme d'habitude, tu fais une présentation formidable. Je parle de Storey. Évidemment, l'autre Patrick est également formidable. Mais je voulais quand même signaler que cette situation de télétravail n'est pas quelque chose de très nouveau, hein, puisque un prof, je suis plus ancien en télétravailleur que notre ami de SAP, d'ADP, ça fait à peu près une quarantaine d'années hein, que nous travaillons en tant que prof, si vous voulez. On est toujours, on écrit des bouquins ou des articles qu'à la maison. On n'a jamais travaillé sérieusement dans une école. Vous m'entendez là ou pas? Oui. Ouais. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est évidemment tout ce qu'on dit sur le télétravail d'aujourd'hui, c'est pas réellement, et là Patrick Bouvard l'a dit tout à l'heure, pour moi, c'est pas le télétravail tel qu'on l'a imaginé et construit. Je vous rappelle que la vraie révolution technologique, elle date du début du nomadisme, des outils nomades. Hein. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, qu'il y a à peu près une vingtaine d'années, j'avais une chaire sur le nomadisme à HEC. Et moi, ce qui m'intéressait sur cette question du nomadisme, c'est précisément le bouleversement des temps et de l'espace. C'est-à-dire les frontières des temps et de l'espace étaient bouleversées avec des premiers outils nomades. Et je dis souvent que le BlackBerry a été à la fois un outil extraordinaire, mais aussi le plus pervers que je connaisse. Parce que c'était la première fois qu'on avait, et Patrick Storey le disait tout à l'heure, on avait des moyens à la fois d'envahir la vie personnelle des gens. Hein, rappelez-vous, c'était le premier outil où on a eu les mails dans sa poche. Ça a l'air de rien, mais c'était la première grande révolution. Et à partir de là, effectivement, on a imaginé des systèmes de télétravail plus ou moins bien construits. Je vous rappelle qu'une boîte comme Yahoo a remis un certain nombre, d'ailleurs, ces travailleurs qui étaient en télétravailleurs, back to office. Donc, c'était quand même intéressant. C'est-à-dire qu'on avait une situation d'une entreprise qui avait innové en matière de télétravail et qui a été obligée de revenir en arrière. Donc, moi, tout ce que vous avez dit est très important. Quand Patrick Storey dit tout à l'heure qu'il y a un des mots-clés, et je pense que l'un des mots-clés que tu as développé, Patrick, c'est le mot confiance. Je pense que de toute façon, le télétravail ne fait que, c'est un effet loupe. Absolument, c'est ce que vous avez tous dit. On est dans une situation aujourd'hui telle qu'on n'a pas choisi ce télétravail, donc c'est du télétravail contraint, et les conditions matérielles du télétravail sont
totalement inégale d'un télétravailleur à un autre, ne serait-ce que pour la technologie, ne serait-ce que pour la présence ou pas de jeunes enfants, etc. Mais je suis persuadé que ce télétravail va faire apprendre des choses à des entreprises qui n'y étaient pas habituées, mais je suis absolument convaincu que le télétravail n'est pas l'avenir du travail de demain. Ça sera un moyen supplémentaire je dirais, d'organiser sa capacité à travailler, mais de croire que le télétravail va être la règle générale du monde du travail de demain, pour moi, c'est juste une absurdité. Et il y a une raison à ça, et je termine. Il y a une raison à ça, c'est, à mon sens, le besoin de lien social. C'est ce que plusieurs d'entre vous ont dit. Ce n'est pas par hasard. Rappelez-vous, il y a plus de 20 ans, on a eu peur, nous les profs, que tout le monde allait faire du e-learning, allait se retrouver, et on n'a jamais eu autant de monde dans les programmes exécutifs, notamment, très cher. Pourquoi? Parce qu'il se passe tellement d'autres choses quand on est en présentiel. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire, François, très rapidement. En tout cas, bravo pour cette expérience. Oui, alors merci Charles-Henri. Merci. C'est sûr que le télétravail ne va pas remplacer le travail. Et que penser que ça va être un modèle absolu pour tous, ce n'est pas vrai. Maintenant, le télétravail, il existe depuis bien avant. Le téléphone et le fax, c'était déjà du télétravail. Donc, c'est une modalité de travail qu'il va falloir trouver pour harmoniser et trouver la solution à tout un ensemble de besoins. Il y a un besoin social, il y a un besoin de sociabilité, il y a un besoin de concentration. Il faut trouver le juste équilibre. Et c'est ce juste équilibre qui va être, pour moi, un des enjeux de l'après-crise. Mais ce que nous vivons aujourd'hui fait tomber des barrières et rend envisageable des choses qu'on n'envisageait peut-être pas comme ça. Maintenant, on a le sentiment que tout reste à faire. Alors, mais quand Charles-Henri nous dit que Yahoo a été obligé d'arrêter le télétravail, non, il n'a pas été obligé. Je veux dire, c'était un choix de la PDG. Enfin, c'est Oui, attends, je peux parler? Oui, non, mais c'est important de le dire, quoi. Oui, non, mais c'est un choix de la PDG, je suis d'accord, mais c'est quand même le constat que le télétravail n'était pas forcément une innovation. Parce qu'il l'avait mis en place d'une manière qui était totalement débile et où il ne savait même plus le nombre de salariés qu'ils avaient dans l'entreprise. Exactement. Évidemment, si le télétravail est mis en place de mauvaise façon, il faut arrêter le télétravail, ça c'est clair. C'est pas deuxièmement, la parole. Juste un point. Deuxièmement, le télétravail, c'est pas l'avenir. Enfin, c'est l'avenir proche quand même. Quand on entend le Premier ministre, ce qu'il nous a sorti là, c'est qu'on va pas tous se faire la bise et se retaper dans la main d'ici demain. Donc, je pense aussi qu'il y a une grande partie des personnes qui ont été obligées d'être en télétravail, qui vont par choix ou par nécessité l'être encore pendant 1 ou 2 jours par semaine. Oui. Alors, on est bien d'accord. Si je peux me permettre, je vais reprendre quelques questions et ça va être on s'en arrêtera là. Je suis désolé parce que ça va bientôt être l'heure de l'apéro. Plus sérieusement, on avait dit 11h30 et on a déjà un petit peu dépassé, mais je voulais reprendre 2 questions, éventuellement donner la parole à Marie-Véronique Lumeau qui m'a fait passer une question dans le chat. Voilà, attendez. Marie-Véronique, si tu peux la poser éventuellement. Oui, bonjour à tous et merci pour la qualité de vos interventions. Moi, je suis avocat en droit du travail et j'entends des employeurs qui sont un peu perdus face à cette situation de télétravail contraint, qui n'est pas le télétravail organisé qui pouvait déjà exister ou qui, dans un cadre bien normé. Donc, ils se demandent si la situation ne va pas leur porter préjudice avec des injonctions contradictoires, le télétravail imposé d'un côté et puis de l'autre, des débordements sur le temps de travail avec des collaborateurs qui travaillent plus, qui travaillent trop. Donc voilà, je voulais avoir votre sentiment sur la manière dont ils pouvaient réagir. Merci. Merci. On va également passer, on va également prendre la deuxième question tout de suite. Vous pourrez répondre peut-être globalement. Sylvaine, si elle est encore là et si elle veut bien nous poser sa question.
Sylvaine? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, Oui, on vous entend, il n'y a pas de problème. ah, pardon. Oui, je voulais vous. Bon, j'ai eu l'expérience effectivement de travail et puis depuis 95, comme j'étais chez IBM, on avait beaucoup mis en développement toutes les possibilités et solutions du système. Et puis j'ai aussi des expériences de décalage horaire entre les Américains et les Japonais sur des reportings. Et par rapport à la situation actuelle et avec d'autres collègues qui sont tous un peu en télétravail, je me demandais quelles étaient les possibilités, parce que tout le monde n'a pas les moyens informatiques d'avoir une imprimante laser ou un jet d'encre chez soi, de pouvoir gérer une comptabilité ou des payes avec des variables d'ouvriers et des gestions de temps à son domicile. Donc, même si ADP sous-traite, mais enfin, en première ligne, c'est quand même les RH de proximité ou qui gèrent les payes, et toutes les équipes, aussi bien comptables, qui gèrent les factures des clients. Donc, il y avait un peu cette question que je me posais sur la quantité de travail sur le plan technique avant de penser à la réflexion, de matériel également, comment une personne responsable des payes ou de la compta pouvait à son domicile gérer tous les temps, parce que j'ai eu une discussion avec une de mes assistantes qui me disait les clôtures de paye, c'est très difficile à distance, quoi. Parce qu'on doit recevoir, alors évidemment c'est organisé où la personne passe régulièrement sur les sites pour faire les clôtures de paye évidemment, comme à la comptabilité aussi, mais ils ne sont pas nécessairement tous en télétravail. Il y avait aussi l'autre question des multiplications, comme Marie Fleury l'a expliqué, de conf call pour un oui, pour un non, où on est avec les Américains, où on est avec les réunions, les syndicats en CE, et que d'un seul coup, vous avez régulièrement des updates sur des conf calls ou des reportings qui vous cassent complètement votre dialogue social, parce que les ouvriers, que vous soyez, comment dire, quand vous êtes en réunion, vous n'êtes pas en permanence en train d'être à discuter avec les Américains ou quitter la réunion, ce qu'ils prennent d'ailleurs très mal, ce qui fait parfois des conflits avec certains syndicats. Donc, c'est des petits soucis, je dirais, réguliers, où vous pouvez être aussi appelé à 4 heures du matin par un Américain pour des reportings, quoi. Donc, ça, c'est aussi les problèmes qu'il y a régulièrement dans certaines entreprises. Donc, et alors, je voulais aussi savoir, est-ce que le télétravail, c'est pas non plus comme les open space, parce qu'on a vendu aussi les open space à une époque où c'était pour réduire les coûts, évidemment, ou pour avoir plus de surveillance quelque part, où on mettait tout le monde dans des bureaux, ou comme Arthur Anderson avait fait en vidant, et on se baladait, les RH, hein, je parle, comme les commerciaux, avec un caisson en réservant des bureaux. Donc c'est tout un peu ce qui se remet, je veux dire, avec la crise actuelle du télétravail. On est obligé effectivement de repenser ou de revoir ces vécus du passé en disant ça va peut-être s'améliorer, on va peut-être pouvoir trouver des choses plus faciles, ou dire effectivement on peut travailler 2 jours chez soi parce qu'on travaille et puis en même temps aller quand même au bureau pour avoir ne serait-ce que des documents, des signatures, enfin tout ce qui fait tout le cadre juridique. C'est comme si les avocats n'allaient plus dans les tribunaux et faisaient leur plaidoirie en conf call, quoi. Ça me semblerait un petit peu, ça, pourquoi pas d'ailleurs, on peut toujours revenir à ce sujet. Donc je voulais avoir un peu votre avis. Pascal, tu désirais répondre très très brièvement. Oui, effectivement, par rapport à ce qu'on entend, et pour travailler, il y a plusieurs choses. C'est que tout ça se prépare aussi, hein. C'est vrai que, comme on l'a dit, c'est du télétravail massif subi. Donc les entreprises n'étaient pas vraiment préparées. Mais tout ça pour le télétravail et le travail à distance, parce moi je lis un petit peu les deux, hein, l'un ne va pas trop sans l'autre. Et pour tout ce qui est justement RH, tout ça se prépare avec la dématérialisation. C'est sûr que si on doit faire le tour et récupérer toutes les fiches cochées à la main et les faire transiter et les faire à la main et autres, c'est compliqué. On voit chez ADP, les gens, très peu de personnes ont des imprimantes, et même ceux qui font la paye, parce que tout est dématérialisé et on a moyen de travailler. Tout ça s'accompagne. Voilà, c'est surtout ça, c'est que ça s'accompagne, ça se décrète pas du jour au lendemain. Voilà ce que je voulais juste dire. Ok. Concernant la question de
J'ai oublié son prénom, c'est Marie-Véronique, sur la dualité entre le suivi du temps de présence des collaborateurs sans être intrusif, etc. Et cette espèce d'injonction paradoxale. Une réponse ou... Moi, je peux répondre. Je trouve que en fait, quand il y a urgence, il y a carence. C'est-à-dire qu'en fait, une problématique comme ça, en fonction de l'entreprise, de sa façon dont elle a géré déjà le temps de travail avant, etc., sont des choses qui, au-delà du droit, peuvent trouver des solutions sans tout de suite penser aux conflits, aux risques, etc. Et donc, je pense que les pratiques de l'entreprise, avant, au regard du temps de travail, des temps, des heures supplémentaires, etc., peuvent se retrouver comme aussi les sources de solutions pour ne pas rentrer dans une rigidité juridique qui est en train de tuer les organisations, les relations humaines et la fonction RH. Donc, je pense que même si effectivement on a un droit du travail et il doit être là parce qu'il est protecteur et pour plein de choses, il faut aussi aller vers un progrès du management, des relations sociales, des relations de travail, en trouvant aussi des solutions qui ne se réfugient pas systématiquement dans cette gestion des risques ou la rigidité juridique. Je voudrais apporter un point, un éclairage sur cette question-là, parce qu'au fond, c'est ce qu'est la vie d'un entrepreneur, hein, d'être exposé à une certaine forme de risque. Et effectivement, là, quand on est dans une situation exceptionnelle, les normes volent en éclats et la vie vient s'immiscer dans tout ça. Je crois qu'on est en train de redécouvrir la différence entre le risque et l'incertitude. Voilà. Je pense qu'on était dans une posture très inscrite dans le contrôle. Alors, le management en est la preuve, les excès de reporting en sont la preuve. Avec une volonté, et paradoxalement, je pense qu'on maîtrise beaucoup mieux le risque qu'auparavant, puisque ce qui est prévisible est encadré par des méthodes probabilistes pour pouvoir l'estimer, on le fait beaucoup mieux qu'avant, ne serait-ce qu'au travers de l'intelligence artificielle ou du big data. Pour autant, la question de l'incertitude reste toujours aussi incertaine. Voilà, on est en train de réapprendre l'incertitude, il y a d'autres cultures qui la connaissent déjà bien. Et être dirigeant, je pense que, ou entrepreneur au sens propre de tout ça, c'est effectivement être confronté à des situations qu'on ne peut pas forcément apprécier, où on va s'exposer à un certain nombre de risques. On en prenait déjà avant, ça rajoute une dimension supplémentaire et ça renforce l'état d'esprit qui est derrière d'une certaine forme de capitalisme d'entrepreneur, c'est-à-dire ceux qui sont mus par un projet, une idée, et ils n'ont pas plus envie que les autres de s'exposer à quoi que ce soit, mais ils estiment qu'il y a un projet qui est suffisamment fort pour en accepter l'augure. Donc peut-être est-on en train de réapprendre l'incertitude. Merci Patrick, je pense qu'on va s'arrêter là. Je prendrai simplement deux citations de personnes avec qui j'ai échangé et où on a quelques échanges sur Twitter. Je vais, histoire de conclure, reprendre les propos de Michel Côme, qui, confiance et qualité du lien dans un projet commun, nous donne un télétravail réussi. Je pense que là-dessus, on peut être vraiment d'accord avec elle. Et une autre, celle de Frédéric Laurent, des Consulting RH, qui nous a permis d'utiliser ces moyens techniques pour cette vidéoconférence, qui nous dit « Cherche vélo d'appartement pour me rendre à mon télétravail ». Voilà, allez, plus sérieusement, je voulais terminer sur cette petite note d'humour. Merci Frédéric pour ceci, parce que nous avons eu des discussions très sérieuses. Elles sont importantes. Je pense qu'elles ont permis d'avoir tout un ensemble d'éclairages différents sur le télétravail. Et je voulais vraiment remercier tous les participants, Patrick, Vincent, Patrick encore une fois, Marie-Pierre et Stéphane pour ces échanges qui ont été riches. On a essayé de répondre quand même à un grand nombre de personnes de façon directe, en reposant les questions, ou indirecte, parce que en fait les réponses sont arrivées en cours d'échange. Tout ceci sera mis en ligne directement sur le site du MAG-RH, peut-être sur RH Info également, et on diffusera ça bien entendu par le biais des réseaux sociaux. Merci à tous pour votre présence et il me reste à vous souhaiter une bonne journée, peut-être bientôt un bon appétit puisqu'il est quasiment midi. Et encore merci. Passez une bonne journée. Merci à toutes les participantes et participants qui nous ont écoutés. Au revoir à tous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci François.
Virtuellement vôtre. Merci François. Merci. Et Patrick. Ben oui, il a fallu que je la remonte. Elle est venue.